Bonjour à tous, je suis Xavier Morin, chercheur CNRS au CEF à Montpellier. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée il y a 5 ans maintenant, avec donc l'ensemble des co-auteurs listés ici, qui porte sur l'évaluation de la qualité de la prédiction des modèles corrélatifs de niche. Donc, comme vous le savez, les impacts du changement climatique sur les arbres et les forêts sont de plus en plus visibles et de plus en plus forts, que ce soit des impacts sur la croissance, par exemple, ou comme sur voilà, la forêt de gauche, l'exemple de gauche, sur des incendies avec une intensité et une fréquence potentiellement en accélération. Euh, Également des impacts bien documentés sur les effets de la sécheresse, sur la mortalité, donc des événements de forte mortalité qui sont aussi également en augmentation, que ce soit en termes d'intensité ou de fréquence, avec aussi un effet corollaire des sécheresses que sont les attaques d'insectes ravageurs comme les scolytes par exemple. Et un autre type d'impact en bas à droite sont de plus en plus documentés également des changements de répartition d'espèces, donc en réponse à ces changements de conditions environnementales. Et donc, bah, l'ensemble de tous ces impacts rend de plus en plus urgent le fait d'obtenir des prédictions de plus en plus robustes du futur de la répartition des essences. Et voilà, cette urgence est, voilà, est prégnante depuis maintenant, on peut même parler de plusieurs décennies maintenant, mais l'accélération du changement climatique fait que euh, cette urgence devient maintenant vraiment incontournable. Et donc, comment en fait, obtenir ces prédictions? Bien sûr, via des modèles. Alors, il y a toute une gamme, on va dire, de philosophies de modèles pour prédire la répartition future des espèces, quel que soit d'ailleurs le taxon, on pourrait en fait parler même d'un continuum d'approches, depuis les approches corrélatives, je vais vous parler là, jusqu'aux approches plus mécanistes. Mais bon, pour caricaturer, j'ai juste voilà, fait deux groupes ici. Donc tout d'abord les modèles donc, corrélatifs, qui sont qu'on va appeler également des modèles de niche ou d'enveloppe climatique ou des modèles d'habitat, qui en fait sont basés sur la corrélation entre des données de présence-absence des espèces, donc au niveau spatial, et des variables environnementales, principalement climatiques. Donc ces modèles ne considèrent pas de processus biologiques ou écologiques, ne les simulent pas de façon explicite, et ils se basent sur l'hypothèse du conservatisme de niche pour faire des extrapolations dans le futur. C'est-à-dire que les relations statistiques qu'on observe entre, par exemple, présence, absence et climat sont conservées et projetées dans les conditions futures de scénarios climatiques, par exemple. Un point important est que ces modèles souvent retournent des valeurs d'ajustement, donc goodness of fit, peut-être par extension, j'utiliserai ce terme, pardon pour l'anglicisme dans la présentation, entre les prédictions et les observations qui sont généralement très fortes. Un point important également, c'est que ces modèles sont entre guillemets faciles à développer et à calibrer pour de nombreuses espèces. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, ils nécessitent uniquement des données de répartition, encore une fois, peut être des présences-absences en grille de points spatial, et des données climatiques, par exemple, et qui sont de plus en plus facilement disponibles en libre accès. Et puis, en dernier point qui va être important pour cette présentation, c'est le fait que ben, d'où vient la nature corrélative de cette approche, pourquoi on appelle ça un modèle corrélatif, c'est parce qu'ils utilisent la répartition observée directement dans l'étape de calibration des relations statistiques qui sont utilisées. Euh, C'est-à-dire que vraiment, voilà, les relations entre présence-absence et climat dépendent vraiment des observations et donc de la forme, de la taille, de la répartition d'espèces d'origine. Cette information est en amont prise en compte dans ces modèles pour leur calibration. Ce qui en fait implique quelques problèmes méthodologiques qui vont nous intéresser ici. Et puis, il y a ensuite, donc à l'autre bout, on va dire, du continuum d'approche, les modèles mécanistes ou basés sur les processus, qui eux donc se basent sur des connaissances sur la biologie et l'écologie des espèces et leur relation avec leurs caractéristiques biologiques, écologiques et leur répartition. Euh, ces modèles voilà, donc, simulent des processus pour faire ce lien entre caractéristiques et répartition, mais ces processus même eux-mêmes, donc c'est quelque part les sous-processus de ces modèles mécanistes peuvent être soit
à base vraiment physiologique, mécanistique ou empirique. Bon, ces modèles ne reposent pas sur le conservatisme de niche, c'est-à-dire on peut imaginer que les relations changent dans le temps, c'est un détail ici. Important, ces modèles n'utilisent pas la répartition observée directement à l'étape de calibration, ce qui permet en fait d'évaluer de façon de permettre l'évaluation de ces modèles en comparant les prédictions avec l'air observé, justement, en utilisant l'air observé comme le patron à reproduire. Et puis, bien sûr, ces modèles sont beaucoup moins disponibles et diffusés que les modèles corrélatifs, parce qu'ils sont plus difficiles à développer, parce qu'il faut davantage de connaissances et ensuite davantage de temps pour les développer et les évaluer. Mais cependant, il y en a de plus en plus disponibles, et ce pour un nombre aussi grandissant de taxons. Donc, point important à ce stade, c'est que chaque modèle, chaque type de modèle, pardon, a ses avantages et ses inconvénients. Hein, là, il n'est pas question de dire est-ce que l'un est meilleur que l'autre pour faire des prédictions dans le futur. Hein. Ça, nul ne le sait. Par contre, ce qu'on peut discuter, c'est la robustesse relative des deux approches. Par exemple, quelques études qui ont comparé des prédictions dans le futur pour des mêmes espèces avec ces deux types d'approches ont généralement montré, en moyenne, je dis bien en moyenne, que les modèles basés sur les processus retournaient des taux d'extinction, par exemple, plus faibles que les modèles corrélatifs. Ce qui s'explique notamment parce que le fait que les modèles de processus peuvent généralement prendre en compte la plasticité de réponse des espèces au changement climatique. Mais voilà, bon. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais je trouvais ça important là, de rappeler voilà, les deux familles d'approches et de rappeler que les modèles corrélatifs sont très largement plus utilisés que les modèles mécanistes à ce jour. Donc rentrons maintenant un petit peu dans le principe donc, de ces modèles corrélatifs. Donc comme je vous l'ai dit, ils relient donc des variables abiotiques, le plus souvent climatiques, mais qui peuvent parfois également être d'autres natures, géologie ou sol, comme sur ce schéma, et, très important, les données de répartition d'espèces en spatial. Et donc via un modèle statistique, il y a différents types de familles de modèles statistiques qui existent, on établit ce lien entre présence-absence et variable abiotique qu'on utilise ensuite en le reprojetant pour essayer de voir est-ce que ce modèle, en utilisant donc, par exemple les variables abiotiques en entrée, permet donc de reproduire l'air euh, observé de l'espèce. Et bien sûr, sous le principe du conservatisme de niche, on peut ensuite garder cette relation statistique qu'on a définie et en utilisant par exemple des données climatiques futures, via des données issues de modèles de scénarios climatiques, eh bien, établir des projections dans le futur de changement de répartition des espèces. Donc ça, c'est le fonctionnement général de ces modèles. Et donc, comme je dis, vous pouvez le voir ici, donc relativement simple. Bon, les modèles statistiques peuvent être plus ou moins compliqués, mais en tout cas, à la fois, il y a de nombreux packages disponibles pour les faire automatiquement. Et puis, au niveau des données, ce type de données, notamment climatiques, maintenant, on en trouve vraiment facilement, et même pour les scénarios. Et puis, les modèles de répartition également, pardon, les données de répartition sont de plus en plus disponibles pour un très grand nombre de taxons. Et donc, ce qui fait que le graphique à droite, l'utilisation de ces modèles est vraiment en croissance constante exponentielle. Hein. Là, vous voyez, l'étude là, qui a publié ce graphique date de 2020, je crois, et la tendance, bien sûr, a été continuée dans les années récentes. Donc, ces modèles sont très, très utilisés. Et jusqu'à ce qu'en fait, sont tellement utilisés que souvent, on en oublie, dans les études qui publient ce genre d'approche, on en oublie souvent les limites. Et avec le risque donc d'avoir une dérive, d'utiliser quelque part pour argent comptant ces prédictions. Et il y a clairement une tendance, un peu partout dans le monde même, à avoir notamment un transfert de ces prédictions faites par ces modèles dans, on va dire, le monde opérationnel, c'est-à-dire le monde de la conservation et de la gestion. Donc encore une fois, avec le risque voilà, on a oublié les limites de ces approches, ce qui présente donc un risque voilà, de faire des erreurs. Et donc, on va revenir sur une de ces limites ici. Donc là, c'est une autre façon
de représenter ces modèles. Donc, encore une fois, des variables abiotiques, notamment climatiques, des données de répartition. Par exemple, vous voyez ici une aire de répartition d'une espèce en tiret rose. On réalise un modèle statistique pour lier les deux. Et une fois qu'on a ce modèle statistique, on réutilise les données, par exemple climatiques d'entrée, pour reprojeter là une répartition donc prédite qu'on peut comparer à la répartition observée et d'estimer dans quelle mesure les deux prédictions, pardon, les deux répartitions, la prédite et l'observée, se recoupent. Donc avec là encore, il y a une multitude d'indices, euh, mais en gros, voilà, le degré d'ajustement, plus l'effort et mieux c'est, ce que j'ai appelé ici le goodness of fit en anglais. Donc, même s'il y a plusieurs indices, généralement, quel que soit l'indice qu'on considère, avec ces approches donc de modèles de niche corrélatifs, on arrive généralement à de très bonnes valeurs d'ajustement. Et donc, le fait qu'on ait de très bonnes valeurs a en fait participé, je pense, avec en plus le fait que ces modèles soient faciles à utiliser, à leur succès. Bah, regardez, ces modèles sont très bons, ils arrivent très bien à reproduire les erreurs observées. Alors, justement, est-ce que c'est la preuve de la robustesse de ces approches ou est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que ce fort recoupement ne serait pas dû en fait à l'autocorrélation spatiale des données de climat et de répartition, quelque part indépendamment de leur biologie. Et c'est donc ça qu'on a voulu, nous, tester dans cette étude, c'est-à-dire on a voulu voir si les modèles les corrélatifs de répartition qui finalement cherche à décrire un signal climatique lié à la répartition des espèces, est-ce que ce signal qu'ils décrivent reflète réellement un lien entre climat et répartition? Alors évidemment, on ne peut pas le tester directement, ça. Encore une fois, là, on touche après à faire des expériences où, euh, voilà, physiologiques. Mais la façon dont on a fait, nous, c'est on a vraiment regardé les choses sous l'angle de la méthode. Donc, si on utilise cette méthode, donc ces modèles corrélatifs de niche, si on les compare entre des vraies espèces, c'est-à-dire qu'on ajuste ces modèles pour des vraies espèces en utilisant encore une fois voilà, présence-absence, vous voyez par exemple ici la carte du sapin, et on compare ces ajustements pour des vraies espèces avec des ajustements pour des espèces virtuelles, c'est-à-dire des espèces, des répartitions qui n'ont aucune réalité biologique, aucun déterminisme a priori biologique entre climat et répartition, juste on dessine des répartitions au hasard, mais pour que ce soit comparable, de même taille que la population cible, pardon, l'espèce cible, dans ce cas-là le sapin. Et donc, l'hypothèse étant que s'il y a vraiment, si ces modèles permettent vraiment de refléter un lien euh, biologique entre climat et répartition, on s'attend à ce que les vraies espèces retournent des ajustements plus forts que des espèces virtuelles où, a priori, il n'y a pas de lien entre ce qu'on a dessiné et le climat. Alors bien sûr, ça suppose qu'on dispose d'un bon modèle nul, c'est-à-dire de façon de dessiner ces espèces virtuelles. Et en fait, on a essayé plusieurs choses. Bien sûr, quand on utilisait une répartition au hasard, donc des points déconnectés les uns des autres, là, on obtenait des résultats un peu tautologiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour que ça soit plus comparable et rendre la comparaison plus crédible, on a imposé une contrainte, c'est la cohésion. C'est-à-dire, on a imposé une certaine, dans notre algorithme qui dessinait automatiquement donc nos répartitions virtuelles, d'avoir une certaine cohésion dans la répartition. Ce qui permet, voilà, en gros, d'avoir des zones spatiales un peu euh, voilà, contraintes, mais qui restent, encore une fois, sinon complètement déconnectées, décorrélées, enfin, pardon, non a priori liées aux grilles climatiques qu'on va superposer ensuite. Donc voilà, on compare des vraies espèces, des répartitions de vraies espèces et d'espèces qui n'existent pas, juste des répartitions aléatoires, avec cette contrainte de cohésion. Et bien sûr, on a fait ça comme plusieurs fois, on a fait 10 répétitions pour chaque espèce réelle considérée. Donc une dizaine, on a fait 10 répétitions, donc 10 répartitions virtuelles, donc de même taille que l'espèce d'origine. Encore une fois, par exemple, ici pour le sapin. Et en fait, on a testé 5 groupes d'espèces européennes
des espèces d'arbres, des espèces herbacées, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, pour un total de 132 espèces. Donc pour chacune de ces 132 espèces, on a comparé la répartition réelle à 10 espèces, 10 répartitions virtuelles, et on a donc ajusté des SDM corrélatifs dans chacun des cas, en utilisant voilà, deux algorithmes, enfin deux méthodes, les gammes et Maxent. Les détails, vous pourrez voir ces détails si ça vous intéresse donc dans la publication. Et donc, quels sont les résultats? Alors, euh, il y a deux lignes de résultats, c'est parce que on a utilisé deux méthodes. Enfin, c'est pas les méthodes pour faire les SDM, c'est une méthode de validation croisée. Donc, dans un cas, on n'a pas fait de validation croisée, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les données de présence et d'absence à l'échelle de l'Europe pour calibrer les modèles. Et en la ligne dessous, on a imposé une contrainte parce que dans la littérature, il a été montré que le nombre d'absences pouvait jouer sur la qualité de prédiction. Je vous passe les détails, là encore, vous pouvez voir dans notre publication. Mais en gros, on a utilisé un nombre fixé d'absences pour faire l'ajustement des modèles. Mais dans les deux cas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, les points noirs qui sont les vraies espèces sont très rarement euh, au-dessus de tous les points blancs pour une même colonne, c'est-à-dire pour une même espèce. Donc, autrement dit, très rarement, l'espèce réelle a un ajustement plus fort que l'espèce virtuelle, que les espèces virtuelles. On trouve même qu'en fait, dans 90% des cas, ce sont donc 90% des espèces, des 132 espèces, eh bien, ce sont les espèces, les répartitions virtuelles qui sont mieux ajustées que les répartitions réelles, même si les répartitions virtuelles, a priori, n'ont aucun lien avec le climat. Petit résultat supplémentaire, vous pouvez voir que quand on utilise la validation croisée en contrôlant pour les absences, on obtient des valeurs d'ajustement. Alors, j'en ai pas parlé encore une fois, mais le critère qui est utilisé, l'AUC, s'il est égal à 0,5, c'est qu'on ne prédit pas mieux que le hasard. Donc, vous pouvez voir que quand on est donc la ligne du bas, bien, on a des performances des points noirs qui sont vraiment très variables, voire bon, assez faibles, c'est-à-dire un peu qui sortent un peu du schéma de ah oui, les modèles les SDM corrélatifs retournent toujours des valeurs fortes d'ajustement pour la répartition observée. Voilà, je referme la parenthèse. Je reviens donc au message principal sur le fait que les répartitions virtuelles sont souvent mieux prédites que les réelles. Et oui. Donc on ne peut pas dire que les répartitions réelles soient mieux expliquées euh, par le climat que des répartitions virtuelles. Donc autrement dit, est-ce que juste c'est le fait de dessiner une patate sur une grille climatique, on peut toujours l'expliquer avec ce genre de modèle? Donc ça tendrait quand même à tempérer l'intérêt et la valeur prédictive que l'on porte sur ces approches. Et ça, donc, ça s'expliquerait par la forte nature d'autocorrélation spatiale des données de répartition, mais surtout des données climatiques. Bon, maintenant qu'on a dit ça, voilà, ça ne veut pas dire que les modèles corrélatifs de niche ne sont pas utiles et informatifs, notamment pensons qu'ils sont très utiles pour explorer quelles sont les variables importantes qui comptent pour comprendre, qui impactent donc la répartition des espèces, quel que soit d'ailleurs le taxon qu'on considère. Mais en accord avec, vous voyez là je vous ai mis plusieurs références, il est certain que il est très important d'avoir une sélection de variables qui est faite a priori en fonction notamment de la biologie des espèces. Hein, comme c'est le cas par exemple, pour ne pas les citer, dans Bioclimsol ou dans Climessence, voilà, c'est très important d'avoir quand même ce choix a priori, quand même ça renforce l'intérêt de ces approches. Mais le plus important voilà, ce qui découle de nos résultats et qui, en fait, encore une fois, renforce des résultats, comme par exemple l'étude de Fourcade des collaborateurs que je cite ici, que je vous recommande également, c'est que ben, le pouvoir prédictif des SDM ne peut pas être a priori inféré par les forts ajustements que l'on trouve lorsqu'il s'agit de reproduire la répartition observée, et que donc il faut être très
précautionneux lorsqu'ensuite on utilise ça pour bâtir des projections dans le futur. Hein, voilà, ça ne dit en rien que de la qualité prédictive de ces modèles dans le futur. C'est vraiment le message principal qu'on voulait souligner. Plus généralement, de rappeler que voilà, il faut prendre ces approches, comme toute approche de prédiction, avec des pincettes, même les modèles mécanistes. Mais voilà, de rappeler qu'il est important de se souvenir que ce sont juste des prédictions, et que ce ne sont pas à prendre pour argent comptant, comme hélas certaines dérives, notamment en conservation et parfois en gestion. Voilà, ce genre de dérives qu'on a déjà pu voir. Voilà. Donc prudence, mère de vertu. Voilà, je vous remets ensuite notre étude. Ah, ne vous laissez pas piéger par le titre, hein, voilà, on a dû mettre ce titre-là pour faire plaisir, entre guillemets, aux reviewers. Je vous raconterai les détails si vous voulez. Mais voilà, cette étude, voilà, publiée à 5 ans dans le journal Ecology. Et je remercie bien sûr mes 4 co-auteurs pour leur travail, leur aide sur ce papier. Et je vous remercie, vous, pour votre écoute. Voilà, merci.